Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, depuis plus de 20 ans la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature dans laquelle nous allons nous attarder sur le volume 1 de la série Star Wars, en tout cas de renouveau de la série Star Wars. Donc je suis Loïc et je suis accompagné, une fois n'est pas coutume, de Francis. Bonjour Francis. Bonsoir messieurs. De Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Voilà, et ben après notre précédente émission en trio, nous revoilà pour chroniquer donc ce nouveau volume de la nouvelle ère des comics Star Wars en français. Donc avant de lancer notre émission, alors la plus récente émission, c'est celle dont je viens de parler, c'est cette émission sur le premier volume de Dark Vador, voilà, que vous voyez à votre écran si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube. Donc si vous aimez Star Wars en direct, vous pouvez nous soutenir en allant du côté de la boutique pour vous procurer des t-shirts, des produits dérivés, à l'adresse starwars.direct/boutique, avec notre très beau leader suprême et ses magnifiques t-shirts. Merci à nos partenaires habituels et particulièrement pour cette édition littérature à notre partenaire spécial, le groupe Star Wars Littérature Québec. On salue au passage. Et sur ce, c'est parti pour passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Eh bien, on attaque donc avec le résumé de ce volume. Donc, la dernière fois, Thomas, tu t'es chargé de tout ce qu'il fallait, et aujourd'hui, on passe la main à Francis. Ouais, dans le fond, je vais faire un résumé assez succinct. Peut-être mentionner, pour débuter, que c'est ça, ici, volume, un numéro de plus que celui de la dernière fois avec Vader. Donc, on est à 160 pages là, pour 6 comics et demi, on va dire, vu qu'il y a un prologue là, qui n'est pas tout à fait un one-shot. Chronologiquement, on est en même temps que la série Vador, donc en plus 3, là, tout de suite au lendemain de l'Empire contre-attaque. Ici, on a Charles Soule, le magnifique, au scénario, et on a Jésus 16, je ne sais pas comment il faut le prononcer. À mon avis, c'est Résus 16, quelque chose de ce style-là. Au dessin. Par contre, pour le prologue, c'est Luke Ross, qu'on a déjà eu nombre de fois déjà dans les comics Star Wars. Et bon, pour les couvertures, on est avec R.B. Silva et Guru FX. Donc voilà, côté histoire, bon, comme je disais, on est dès le lendemain de l'Empire contre-attaque avec les rebelles dans le Faucon Millennium. On a un Luke, on pourrait dire déprimé, qui broie du noir un petit peu, qui se remémore les événements donc de l'Empire contre-attaque. On le mentionnait dans l'autre émission, mais c'est en parallèle. Et on a Thomas qui nous montre ça, justement. Tiens, je vais te mettre en plus gros, Thomas. Donc, c'est ça qui se remémore les événements et qui se demande où s'en va sa vie, etc. Mais une des premières choses qu'on découvre, c'est que la bonne entente avec Lando est très loin d'être immédiate. Autant Chewbacca que Leia, c'est plutôt la guerre avec Lando, qui a beau s'expliquer, bon ben j'avais Vador sur le dos, etc., qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Mais voilà, c'est quand même assez différent, parce que dans l'Empire contre-attaque, il quitte, et tout de suite après, on a une scène où est-ce que Lando va quitter avec puis que Luke s'est fait remettre une main artificielle. Mais là, on est avant ça. Donc, on est vraiment tout de suite au lendemain de la fuite là, de Bespin. Donc, voilà, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de querelles. Et tout de suite, on va avoir une bataille, effectivement, parce que c'est la flotte, dans le fond, la 4e flotte, hein, je pense que ça s'appelait, Thomas, qui se fait attaquer par les... Exact, 4e division. Par l'Empire. On va découvrir que c'est ça, l'Empire a craqué les codes des rebelles. En termes c'est ça, de cryptage. Donc, ils n'arrêtent pas de poursuivre cette flotte-là, même s'ils s'enfuient. Et on voit à l'écran la magnifique Charabé, la maman de Poe Dameron,
Ça me fait penser que j'ai complètement oublié de faire le résumé, par contre, du prologue. Ça va être très rapide. Ouais. Le prologue, on redécouvrait Papa et Maman Dameron, qu'on n'avait pas vu depuis 2015, dans la série, l'excellente série Les Ruines de l'Empire. Une série de 4 numéros. Voilà Maman, elle s'appelle Charabé, et le papa, c'est Kess Dameron. D'ailleurs, qu'on retrouve aussi Kess Dameron dans le plus récent roman de chez Pocket, qui s'appelle en français Chute libre. Exactement, Donc, je voulais le mentionner, Francis, parce que forcément, on y pense tout de suite, surtout s'il y a une coordination entre les sorties VF. On voit pour. Oui, dans ce cas-ci, j'en doute, mais c'est quand même un bel addon. Et moi, ces deux personnages, bon, on en reparlera tantôt, là, mais bref, c'est ça, ces deux personnages que j'avais bien aimés, puis que là, on retrouve après 6 ans quand même. C'est quand même très bien de ce côté-là. Mais il se passe pas grand-chose, hein, c'est un petit prologue de quelques pages. Donc, ils sont sur Hoth et ils sont en train de creuser justement des tunnels pour la base. Et bon, il va y avoir, si je me trompe pas, ça va s'écrouler ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est c'est ça. Luke qui va venir secourir Shara et Kess, qui pensaient mourir et qui se reparlaient et ils se disaient, bon, j'espère que Poe, parce qu'on attend que Poe ait déjeuné hein, à ce moment-là. Fait que c'est ça, on voit Poe en hologramme, en bébé, si je me trompe pas. Oui. Et il lui laisse un message aussi, c'est ça qui est assez fun, je trouve. Ouais, exact. Mais c'est ça, pour revenir où est-ce que j'en étais dans le résumé, ben ces deux personnages-là, on va les retrouver. C'est vraiment, à ce moment-là, le prologue est assez connecté avec le reste de l'arc. C'est des personnages qui vont être au cœur de cette nouvelle série-là, Star Wars, de 2020. On rappelle, hein, je ne l'ai pas mentionné en début d'émission, mais c'est ça, la série de 2015 s'est arrêtée au 75e numéro, si je ne me trompe pas. Et certains diront il était temps. Là, on repart à 9 avec Charles Soule aux commandes, donc qui est, à mon avis, le meilleur auteur dans que ce soit roman et BD en ce moment. Là. Donc, voilà. Donc, sinon, c'est ça, la 4e flotte se fait attaquer à chaque fois, même s'il passe en hyperespace. Le Faucon Millennium va venir, à leur rescousse, en tout cas, va se joindre à la bataille. Mais ils n'ont pas de solution miracle non plus par rapport au code et tout ça. Et du côté de l'Empire, l'antagoniste, on va dire, de cette série-là, et ceux qui les poursuivent, c'est une... je ne sais plus son grade, je ne sais pas, une amirale. C'est l'amiral Zara. C'est ça, qui est une ancienne mignon de Tarkin. Donc, c'était un peu... On va le découvrir plus tard, mais c'était un peu... c'est la nouvelle Dala. La nouvelle? Comment? La nouvelle amiral Dala. Ah, d'accord. Puis même le vaisseau porte le nom là, de Tarkin's Will, donc en français, je sais plus c'est quoi le destin. La volonté, non? Ils l'ont laissé tel quel, Tarkin Will. Tarkin Will, ok. Super merveilleux. Un vaisseau qui est vraiment brisé, mais elle refuse de le changer, de le faire réparer, justement pour garder la cicatrice, on va dire, là, visible. Donc voilà. Et une belle petite scène, effectivement, où Luke fait éclater un peu, ou craquer en tout cas. Voyons, la vitre, là, comme on avait déjà vu Vador le faire par le passé. Un autre qui est bougé émotionnellement. Exactement, c'est ça. Luke à ce moment-là est... Je sais pas si déprimé est le bon terme, mais... Abasourdi. Ouais, il est rempli. Et il frôle le côté obscur pendant que Dark Vador frôle le côté lumineux. C'est là où est la construction en miroir. Ouais. Et il va y avoir toutes sortes de... Ben, pas des flashbacks. Ouais, on peut dire des flashbacks. Là. Souvent, on est dans la tête de Luke et il revoit des événements. Là. Donc, c'est ça. Et à un moment donné, c'est ça, pendant la bataille spatiale, il va même utiliser la force là, pour foutre le bordel aussi avec d'autres vaisseaux. Donc, voilà. Sinon, je vais essayer de pas trop m'étirer parce que c'est ça. C'est bataille et retournement de situation. T'as Lando aussi qui propose des solutions. Va offrir... en tout cas, différentes solutions aux rebelles, puis c'est ça, il est vu un peu, il est vraiment pas vu comme un rebelle encore, vraiment pas accepté comme un rebelle, puis les gens lui font pas confiance. De toute façon, on va découvrir assez vite que les différents personnages ont vraiment chacun leur priorité dans cet arc-là. Il n'y a pas d'unité là, d'objectifs communs, etc., comme on avait à la fin de la série précédente. Là, ça part dans tous les sens. On a Lando qui a comme priorité, on va dire, d'aller libérer Lobot, son grand ami. On a, vous allez découvrir que Leia, c'est ses propres priorités, et Luke, lui, veut retrouver son sabre laser perdu, l'ancien sabre de son papa. Donc, voilà ce que tu nous montres, Tom, c'est, je crois que c'est au début du 2e numéro. Donc, Lando va aller sur Tatooine, justement, glaner des informations. Il va découvrir que Boba Fett n'a pas encore livré Han Solo à Jabba.
Donc là, tout ça, ça va se connecter de toute façon avec le grand événement de la guerre des chasseurs de primes de chez Marvel. Mais pour rester sur cet album-là, voilà, c'est Lando. Il collabore, mais c'est ça. En parallèle, il y a ses propres priorités en arrière. Si je pousse un peu plus loin, encore une fois, il est avec la fameuse 4e flotte là, avec les parents de Poe Dameron. Fait que, bref, c'est ça. Finalement, ils vont décider de retourner sur Bespin. Donc, Luke pour récupérer son sabre. Voyons, Leia pour voir expérimenter toute la machinerie que Han Solo a été mis en carbonite. Fait qu'il faut pour voir s'il est correct. Autrement dit, s'il survit bel et bien là-dedans et comment on peut le dégeler, etc. Là, puis s'il va bien survivre à tout ça. Donc, ça va être objectif Bespin. Et Lando, je l'ai dit, lui, c'est pour aller libérer Lobot, qui est resté sur... Et là, tu nous spoil, Thomas, je t'ai pas rendu dans le résumé, mais ça va finir que tout... Évidemment, ça va mal se passer sur Bespin, hein, grosse surprise. En plus, il y a 0 unité, comme je disais, chacun part dans ses directions. Donc, mais Leia va se retrouver congelée en carbonite, c'est ce qu'on voyait sur la couverture du numéro, je sais plus quel numéro. Luke ne va pas retrouver son sabre, et Lando, lui, par contre, va réussir à libérer le Lobot. Mais tout ça mis ensemble, il se retrouve à être obligé d'aller libérer Leia avant qu'elle soit emportée en dehors de Bespin par les troupes impériales. Et ce faisant, pour libérer Leia, ils vont libérer toute une pléthore d'autres officiers de Bespin. Donc, c'est tous des gens qui vont être très reconnaissants envers la rébellion, qui vont joindre la rébellion. Là, tu vois, Thomas nous montre des images de Luke, encore une fois, qui se refait les dialogues de Obi-Wan, Yoda, l'Empereur, etc., etc. Cool. Fait que, on est très dans la tête de Luke. Un peu comme dans celui de Vador, la série de Vador, on est dans la tête de Darth Vader. Là, on est vraiment dans la tête de Luke très souvent. Sinon, je vais aller directement au numéro suivant. L'évasion de Bespin. Dans le fond, ils vont un peu même paralyser la Cité des Nuages pour que ça vale plus rien pour l'Empire. Ils vont pour que l'Empire... On ne sait pas trop ce qui va arriver après, mais bref, la Cité des Nuages va être un peu inexploitable, le gaz Tibana là, pendant un certain temps. Ensuite, on va se focaliser un peu sur Luke, et c'est drôle ce que Thomas montrait, c'est justement qu'il y a un imitateur de Luke, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui se fait passer pour un Luke dans un bar, et là, t'as Vader qui débarque pour le tuer, tu sais. Fait que la mauvaise idée à ce moment-là de l'histoire de la galaxie, là, de se faire passer pour Luke Skywalker, ouais, c'était pas une très très bonne idée. Luke, lui, va partir à la dans le fond, après ça, tombe dans le mode, on va retourner dans des temples Jedi, etc., comme Thomas nous le montre, dans le fond, il va sur une planète aquatique. Moi, ça me faisait penser à, je sais plus quel épisode, là, mais dans la 2e saison des Mandaloriens. Du Mandalorien, on est tout à fait d'accord. L'épisode 3 avec Bo-Katan. Ouais. Je me suis même demandé si c'était la planète n'était pas la même. J'ai été regardé, ben non. Mais non. Mais pour moi, c'était la même. Hein. Ouais, ben faut dire qu'on voit pas ni d'Aqualish ni de Mon Cal. Alors que dans le Mandalorien, c'était presque que ça. Là. Mais c'est ça, bref, Luke va rechercher quelqu'un qui... C'est pas une Jedi, mais c'est quelqu'un qui, si je me souviens bien... Ben si. Elle était dans les précédentes séries de Charles Soule. Elle était Padawan. Ah, ok. Elle était Padawan. Et son maître, tu sais, c'était la race de Sassetine. Tu sais, les espèces de taureaux là, avec les cornes. Ok, ouais. Fait que bref, elle va l'accueillir en le piégeant, en fait, Luke, parce qu'elle se dit qu'elle est traquée par des inquisiteurs, tout ça. Elle va piéger Luke, qui va tomber dans une espèce de puits. Et c'est là qu'elle va lui raconter ce que Thomas nous montrait à l'instant, dans le fond, un peu l'histoire, parce que Luke est complètement ignorant de c'est quoi la purge des Jedi, des inquisiteurs, etc., etc. Fait que Luke, et là, elle sonde son esprit pour découvrir c'est qui, et ce qu'elle découvre, c'est que c'est le fils de Darth Vader. Fait que là, tout de suite, elle décide de le tuer, de l'inonder. C'est R2-D2 qui va venir au secours de Luke, là, en paralysant l'ex-Jedi, l'ancienne Padawan. Et c'est ça, bref, encore une fois, on a un petit revisite là, de la prélogie. Mais c'est ça, Luke qui va réussir à s'en sortir. Et comme vous avez vu en vignette de notre émission actuelle, et c'était la couverture du numéro 6,
Luke a un sabre jaune. Donc, d'où ce que ça sort, c'est que grâce aux informations de cette qu'elle va lui révéler, là, une fois qu'il va s'être échappé de ce piège-là, elle va l'enligner vers un temple, un ancien temple Jedi, où est-ce qu'il y a des artefacts, si on peut appeler ça comme ça, des de la haute personnels mais de gardiens du temple. Des gardiens du temple. C'est plus, c'est un temple qui fait très prélogie parce qu'il est quasiment copier-coller miniature du temple de Coruscant. Avec les tours. Puis, on voit un casque, puis l'espèce d'armure des gardiens du temple. Et évidemment, les gardiens du temple avaient des sabres jaunes. Donc voilà, Luke va se dégoter temporairement un sabre jaune en attendant de fabriquer son sabre vert. Mais voilà, dans le fond, il va se faire attaquer à ce moment-là. Les forces du mal avaient piégé le site en laissant un fantôme du Grand Inquisiteur. Donc, tout à coup, on a le Grand Inquisiteur qui sort de nulle part en fantôme et qui, tout en feu en plus, et qui attaque Luke, qui a aucune idée c'est qui, évidemment, et qu'est-ce qui se passe là, parce qu'il n'a jamais vu d'Inquisiteur. Donc, ça va être un duel de sabre laser entre le Grand Inquisiteur. On rappelle que le Grand Inquisiteur était mort dans la série Rebels, à la fin de la première saison. Et voilà, mais Luke va quand même réussir à le vaincre. En faisant, encore une fois, il va encore lui couper le bras qui tient le sabre. Donc, c'est vraiment une constante dans Star Wars, le coupage de bras. Là, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'Inquisiteur, après ça, on va faire un petit bond dans le temps et c'est Vador qui se rend sur place. Et là, l'Inquisiteur s'excuse d'avoir échoué, etc. Et lui demande, est-ce qu'un jour vous allez me libérer, parce que c'est comme s'il était un peu au purgatoire, on va dire. Toujours en feu, d'ailleurs. Et c'est ça, Vador qui lui répond, non, tu n'es qu'un outil et tu seras à jamais à mon service. Donc, l'Inquisiteur redit les mêmes paroles exactement que dans l'épisode final où on l'avait vu là, de la première saison de Rebels. Il disait ça à Kanan avant de se laisser tomber dans l'explosion. Il lui disait, il y a des choses pires que la mort. Ben voilà, ce qui est pire que la mort, c'est d'être un fantôme en feu perpétuel là, au service de Vador. Et Thomas vous l'a montré, ensuite Luke va retourner à la 4e flotte des rebelles et avec son nouveau sabre, et ça va être l'inspiration pour les rebelles là, qui effectivement, c'est déjà un héros de la rébellion, on le sait, et là dans le fond, il a retrouvé la motivation parce que jusque-là, il était plutôt déprimant. Retrouver la motivation, retrouver un sabre laser, donc voilà. Et ça se termine comme ça pour cet arc-là. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, est-ce que c'est le concours des plus grosses idées de merde entre les deux auteurs? Alors, ça commence bien, ça commence bien. Alors, j'ai reproché... Je sens que t'as aimé. Ouais, dans la précédente émission, j'ai reproché à la série Dark Vador d'être une série qui ne racontait pas ou peu de choses. Ici, c'est la totale inverse. Ça part dans tous les sens. Il y a des pistes qui pourraient, au contraire, s'étaler sur plusieurs arcs et qui sont réglées enfin, pas réglées, mais et qui sont développées sur 6 épisodes. Pour moi, il y a déjà clairement 2 arcs au sein de cette série. C'est-à-dire que le premier arc, c'est 4 épisodes pour aller sur Bespin, et ensuite, c'est 2 épisodes qui nous emmènent à la recherche du sabre laser, de la Jedi, etc. L'autre chose, encore une fois, on a Vador. Là, on a encore une fois la preuve de la mauvaise utilisation de Vador. Stop, stop et stop. En plus, c'est par accord. Alors, on n'a pas d'idée de temporalité, mais il vient de partir à la recherche de la mère, et là, tout à coup, hop, il arrive sur le temple Jedi, machin, à la recherche du fils. Ok, on n'a pas de... ok, d'accord, il s'est passé l'épisode de Bespin. Ouais, c'est vrai. Il s'est passé toute la partie de Bespin où ça s'est passé pendant que lui cherchait Padmé. Ok. Ouais. La Jedi qui comprend instinctivement qu'il est le fils de Luke Skywalker. Elle était Padawan. Vador. Pas instinctivement, elle sonde sa mémoire à ce moment-là. Ouais, mais Vador, qui est un maître du côté obscur, n'arrive pas à le faire. Je veux dire,
Et puis ils ont eu pas mal de rencontres, Vador et Luke, entre le 4 et le 6, entre le 4 et le 5, comme on l'a vu justement dans les précédentes séries littérature. Il y a quelque chose... Alors, ce qui fonctionne très bien, c'est la relation avec Lando. Moi, j'avais même la voix du Lando Calrissian français qui me résonnait dans la tête. Ça fonctionne super bien. Tout ce qui est autour de Luke, encore une fois, alors on l'avait déjà dit dans des précédentes émissions de littérature, Luke, il est bête comme ses pieds. Il est nul, il est plat, ils savent pas quoi faire avec lui. On peut rien faire avec lui parce qu'il faut surtout pas le faire trop évoluer non plus. Et là, en toute sincérité, moi, je commence à vraiment saturer. Alors, il y a aussi quelque chose qui joue, on n'en a pas parlé dans la précédente émission, c'est que depuis quelques temps, dans les séries de Filoni, il y a des petits coups de canif dans la littérature Star Wars. C'est-à-dire que ça me pèse en fait de savoir que je vais lire des choses qui vont potentiellement être contredites ultérieurement au bon vouloir de certains auteurs, en sachant en plus que les choses que je lis, je les trouve pas hyper passionnantes. Alors en plus, quand c'est... Alors, El Summum, c'est quand même le fantôme de l'Inquisiteur. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On nous a expliqué pendant des années que les fantômes de la Force, il faut être en condition de ceci, en condition de cela, savoir faire ci, savoir faire ça, être comme ci dans la Force pour pouvoir devenir un fantôme de la Force. Qu'est-ce qu'un putain d'utilisateur du côté obscur fout en fantôme de feu dans un temple Jedi ? C'est là par Vador en plus. Ouais, c'est ça. J'ai plus vu ça comme quelque chose de complètement différent des fantômes de la Force. T'sais. Oui, ok, mais je suis d'accord. Les fantômes de la Force sont quand même libres de leur choix, etc. Je suis d'accord qu'il y a une très grosse différence, mais c'est une nouveauté. C'est quelque chose de jamais vu. Ouais, c'est jamais vu. Je suis pas opposé à l'idée qu'on ait un personnage du côté obscur justement qui revienne hanter quelque chose, mais je trouve la caractérisation en plus de l'inquisiteur très très mauvaise. Il a déjà été réutilisé en esprit de la Force, parce que c'était pas, en vision de la Force dans Rebels, dans le temple sur l'Otal, avec Kanan. Donc ça, ok. Donc c'est une vision, donc c'est Kanan qui provoque, ou c'est la Force qui provoque la vision à Kanan. Est-ce qu'on peut réutiliser le même concept pour les adhérents du côté obscur, plutôt que d'essayer de nous inventer un nouveau fantôme, parce que forcément il était un petit peu embêté, vu que il peut pas les ramener en vrai fantôme de la Force, donc il fallait absolument inventer autre chose. Dans les points positifs tu n'as pas mentionné, Francis, on a une mission de la part de la flotte rebelle qui vont aller partir à la recherche de vestiges de la Haute République pour faire un petit crossover. Ils vont partir en mission flambeau stellaire pour aller essayer de récupérer des ressources aux confins de la bordure extérieure, là où certainement a été abandonnée la station qu'on a découvert dans la Haute République. Donc donc vous avez compris que j'ai beaucoup de griefs envers ce volume. Alors le premier, l'introduction avec les parents d'Amron, donc très content par contre de voir les parents d'Amron, d'autant que j'ai commencé la lecture entre-temps de Rebelle... de Chute Libre, merci Francis. Du coup, vraiment, le parallèle est génial, et je pense que la sortie, en tout cas, coïncide parfaitement, puisque il y a très très peu de temps entre les deux, donc ça c'est vraiment le top. Bravo encore une fois aux équipes de Pocket et Panini. Je sais pas si c'était volontaire, Lucille pourrait nous le préciser, mais en tout cas c'était très bien trouvé. Donc j'étais content de les revoir, mais bon, encore une fois, c'est très très anecdotique dans le fond. Voilà. Donc voilà en gros mon appréciation. J'ai absolument pas envie de revenir pour le volume 2. Vraiment pas, parce que ça m'a vraiment complètement alors pas. Thomas, tu parlais de démoralisation de Luc, ou c'est toi, Francis? Alors moi je suis complètement démoralisé par ce que je viens de lire, et vraiment je suis désespéré. Mais je suis le premier peiné, vraiment, quand on repense à toutes les pépites qu'on a lues, alors que ce soit en univers canon, pas trop, et en univers légende beaucoup. Moi, je suis vraiment peiné de ne pas réussir à retrouver la hype que vous pouvez avoir sur certaines séries, d'autant que c'est Charles Soule au scénario, donc je suis d'autant plus déçu. Et là, contrairement à Dark Vador, où je sais ce qui se passe dans le deuxième volume, là, je ne sais pas ce qui va se passer, donc j'espère que ça va remonter, quoi. Voilà.
Totem. Alors, du coup, on est plus souvent d'accord, Loïc. C'est dommage, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, il y a certains éléments que tu as levés qui sont très intéressants. Je vais prendre personnage par personnage. Lando, là, je suis d'accord avec toi, ça m'a fait le même effet. Je le trouve très bien caractérisé. Il y avait eu un tome où on l'avait retrouvé un Lando en comics jeune. C'était Donald Glover. Et là, clairement, c'est clairement le Lando de la trilogie originale. Il est très bien fait. Il a juste les petites punchlines un petit peu énervantes, mais avec un poil plus de maturité. Donc c'est exactement le personnage, il est très très bien caractérisé et sa relation avec Leia est logique. Et Chewbacca, pareil, elle est logique. Et le gars, il essaye de sauver son image un peu de tous les bouts. C'est tellement bien fait, je trouve que ça c'est vraiment très très bien caractérisé. Donc là, et dans les situations dans lesquelles il est, c'est logique aussi. L'histoire avec Lobo, c'est pareil, c'est logique. Enfin, pour moi, tout match, vraiment très bien. Son arrivée dans la Cité des Nuages, où il fait le charmeur et qui demande des nouvelles du gamin, de la chef de la sécurité, puis qui lui dit vas-y, fais juste semblant de me tirer à côté. C'est clairement lui, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien trouvé. Enfin, c'est Charles Soule là-dessus, génial. Le Luke, j'ai trouvé très bien caractérisé aussi. Pour quelle raison? Parce que après ce qu'il vient de vivre, tu t'apprends que le mec, le méchant de la galaxie, le pire, celui que tu veux dézinguer, qui a tué ton père, en fait c'est ton père. Et le mec, il t'a coupé la main, il t'a dit vas-y, viens avec moi, on est copains. Franchement, moi, déjà, tu te fais couper la main, t'es pas bien dans ta peau. En plus, c'est ton père. En plus, enfin, ça fait beaucoup, quoi. Et l'image, justement, que je vous ai montrée, c'était la première que je vous ai montrée, là où il a sa main coupée, puis qui se tient comme ça. Effectivement, je pense que n'importe qui, après avoir vécu tout ça, il est juste pas bien, quoi. Et avoir un petit peu d'esprit et tu te dis, oh, lui, qu'il est con. Ouais, bah, enfin, franchement, je comprends qu'il y ait des lumières qui s'allument plus en ce moment, tu vois. Non, alors attends, toi tu parles là du tout début et je te rejoins totalement. La déstabilisation de Luke après l'Empire contre-attaque, et on la ressent encore dans l'épisode 6. Là, pour moi, ça c'est très très réussi et je l'imagine pas autrement parce que, comme tu l'as dit, voilà, tu viens d'aller de révélation en révélation. En plus, tu t'es fait couper la main, t'as plus de sabre laser. Il y a moyen d'être déstabilisé. Non, moi je parlais du Luke chercheur d'artefacts Jedi ou de Jedi survivants. Alors, à mon sens, justement, il a eu des visions de la Force, et à chaque fois, il est guidé par ça, puisqu'il n'y a plus de maître, il n'y a plus rien. Et ben, t'écoutes les visions de la Force, et les visions de la Force, elles t'emmènent au bon endroit. Et quelque part, c'est logique, quoi. Assez souvent, mais ça, je suis d'accord. Force, donc, moi, ça m'a pas choqué. Non, ça, je suis d'accord. Donc là-dessus, j'ai trouvé bien le Luke. Alors, ensuite, si on continue sur les personnages, Leia, bon, m'a saoulé un peu par contre. Là, j'ai trouvé que là, quand elle va dans la Cité des Nuages, etc., la carbonite, ça a pas trop de sens. Je vais comprendre comment ça marche la carbonite. T'as pas besoin de te mettre en danger à ce point-là pour que le gars t'explique qu'il faut appuyer sur un bouton, quoi. Enfin, je veux dire, a priori, nous, on a Internet, on y arrive. Vous avez des vaisseaux spatials. Je pense qu'il doit y avoir un Google Holocron là pour trouver comment tu décongèles la carbonite. Tout simplement un technicien, quelque chose, voilà. En plus, il y a eu pas mal de liens avec Shutorun, qui est une cité minière dans le passé. Je veux dire, voilà, il suffisait de creuser. Là, il est hors sujet, et le moment où elle sort de la carbonite, elle saute du truc, nickel. Attends, il y a un moment où tu te réveilles de la carbonite, même si ça fait qu'une heure, t'es un peu paumé quand même, et tu te dis, attends, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, direct, elle saute du truc, hop, elle tire sur les gars. Bon, là, j'ai trouvé que Leia un peu exagéré. Donc Chewbacca, très bien, pareil, il est logique dans sa manière de faire et dans son rapport à Lando, donc ça c'était ok. Dark Vador, effectivement, peut-être qu'on le voit un peu trop, bon, c'est un peu le défaut du truc. Et il y a un autre personnage dont je voudrais parler, c'est Charles Soule. En fait, Charles Soule, il fait son Dave Filoni, mais de la littérature. Oui, à savoir, en fait, tiens, bah, j'ai mis en place la Haute République. Ça tombe bien, les gars, vous avez besoin de background? Allez, on va dans la temple de la Haute République, et puis on a le sabre jaune comme dans la Haute République, puis on va tout raccrocher à la Haute République. C'est-à-dire que là, finalement, il prend il prend le sacro-saint, quoi, il prend la trilogie originale, et le petit truc à la mode du moment, plaf, je le pose en plein milieu de la trilogie. Alors ok, ça reste un comics, mais enfin voilà, c'est peut-être lourd à j'ai un doute au moment de la sortie originale en VO. Je me demande si les livres de la Haute République étaient déjà sortis. S'il faut le voir comme une publicité, tu comprends? Ah non, pour moi c'est une publicité. Pour moi c'est du teasing, Francis. J'ai pas les dates non plus, hein, mais pour moi c'est du teasing qui renvoie à on va développer quelque chose. Il y a des implications encore de cette chose-là, et comme il l'avait fait dans la série L'Ascension de Kylo Ren,
Ouais. Il a placé des choses. Et tu disais, Thomas, il fait son Filoni. Il a ramené l'Inquisiteur, qui est encore une fois un des personnages. Je l'avais dans le background. Pardon, qu'il a mis en avant. Et si je peux te couper avant que j'oublie, par contre, il fait intervenir un personnage qu'il n'a pas créé. Je crois que c'est dans la salle du briefing rebelle, il y a un mec avec des dreads qui me semble être le pilote que l'on voit dans Résistance. Ah, ok. Jaeger, voilà. Il faudrait vérifier, mais pour moi, visuellement, c'était le même personnage, et je voulais absolument le mentionner parce que... Ah là, ce serait un bel effort de sa part. Ouais. Mais... Parce que Résistance, même moi, j'aurais pas été le chercher. Bah non, mais justement, je trouvais que, en tout cas, visuellement, c'est très très proche. Ok. Donc, vas-y, pardon. Et donc du coup, toujours dans les filonnades ou les soulades, on va dire, ça fait bizarre, dans les Charles Soulades, on va dire. Donc il y a tous les liens avec la Haute République, on retrouve le logo, tout ça. Son personnage de Verla, en fait, qui est justement le Jedi qu'il avait utilisé justement dans la première série Dark Vador, qui parle de Ferenbar, donc le fameux Ictochien dont on avait parlé, et qui dit bah voilà, mon maître il m'a expliqué ci, il m'a expliqué ça. Moi du coup j'ai été chercher le comics, j'ai regardé, j'ai vu les cases, voilà, elle a pris bien les 20 ans qui correspondent. Et elle explique en fait toute la logique qu'elle a eue. Elle parle de la traque Jedi. Bah ouais, parce que en fait, ce personnage, il a vécu déjà à travers ce comics-là, cet élément-là. Et donc, ça, c'est intéressant. Alors, la planète Cerelia, effectivement, pour moi, il avait pris sur du Mando, mais il aurait carrément dû foutre le nom de la planète. Ça aurait été aussi bien. Et il fait l'effort, effectivement, d'aller chercher les principaux inquisiteurs de Rebels. Pour moi, c'est plutôt un plus, le fait d'aller chercher ces éléments-là. Ça va dans le sens de la cohérence. Et effectivement, moi, le coup de l'inquisiteur, ok, qui est à moitié en feu, pour moi, on est sur un pouvoir moitié obscur, moitié fantôme de force. C'est un mix entre les deux. Ça m'a pas ultra choqué, même si c'est une nouveauté qu'on n'avait pas vue. Et qui est piégé dans un temple Jedi, hein. Ouais, mais alors ça, si, je sais la référence que je l'avais chopée, c'était dans les anciens légendes, c'était les BD de Kevin J. Anderson et sa trilogie de l'Académie Jedi, où il y avait Exar Kun qui était bloqué dans le temple d'Yavin. Ouais, mais c'était un temple Maasai, c'est pas du tout un temple lié ni au côté lumineux, ni au côté obscur. Oui, mais ça voulait dire qu'une entité Sith, au lieu d'en faire un fantôme de la force, tu pouvais la bloquer dans un édifice physique. Oui. Et donc, à mon sens, justement, c'est comme dans Dragon Ball, quoi. Voilà, tu vois, en tout cas, enfin, c'est pas non plus sorti de nulle part, quoi. Le truc a existé et c'était chez les Sith uniquement. Donc, voilà, pour moi, c'est pas tarabiscoté, quoi. Donc, moi, j'ai validé ce truc-là. Autre chose que j'ai bien aimé, donc effectivement, on voit les parents de Poe Dameron, ça c'est intéressant. Tu l'as dit, Francis, déjà dans le prologue, et puis après on le voit dans la continuité. Et ce qui est sympa, c'est que chacun des personnages, c'est pas juste il y a des rebelles avec des casques, machin. Voilà, ils ont tous quelque chose. Soit il y a des aliens avec des races particulières. On a vu la race de Yara El Pouf là avec la grande tête. Il y a la même race que Adigali. Les nanas Adigalia, voilà, les nanas qui sont métisses avec les espèces de dread bleus là. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas l'unité de Battlefront du roman. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Et s'il a été chercher le cas de résistance, c'est génial, quoi. Et donc, du coup, pareil, on a un calamarien, mais a priori, c'est pas l'amiral Al-Akbar, puisqu'ils disent qu'ils savent pas où il est. Donc ça, c'est intéressant. Et même l'idée de Charles Soule de couper les connexions entre les sections rebelles, ça c'est intéressant, ça m'a plu aussi. Le fait d'avoir la jeune amirale qui voue une admiration à son comment dire, à son tuteur, on va dire, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça explique un petit peu d'un côté les valeurs et la foi des personnages, et quelque part finalement notre fameuse amirale Zara, elle a des valeurs, elle te dit bah ouais, et puis le discours il est enflammé, tu vois. Moi je suis un impérial, on me dit vous avez perdu des potes vous avez perdu votre famille pendant l'attaque de l'Étoile Noire, eh ben on va pas se laisser faire. Franchement c'est un discours qui si j'étais impérial qui me parlerait, tu vois. Donc il y a aussi des valeurs et des sentiments de leur point de vue, et on sort un peu du côté manichéen, même si quand même Star Wars, l'Empire c'est les méchants, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux points de vue là, et on voit les gars le point levé qui dit ouais on va pas se laisser faire par ces terroristes de rebelles. Ben voilà, voilà, j'aime bien cette espèce de dichotomie quoi en fait dans la BD. Donc ça c'était cool. Je regarde mes autres notes, voir ce que j'ai noté. Ouais, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Ouais, voilà, je crois qu'on est bon, mais donc du coup, voilà. Donc j'en suis moi plutôt content et même l'arrivée sur Bespin était cool et le Luke aussi qui a ce côté un peu, d'une certaine manière, il est un peu naïf, mais sa naïveté quand il est avec la Jedi Verla, elle est touchante aussi. Et finalement, cette naïveté, elle match parce que la Jedi, elle revoit son jugement. C'est-à-dire que à être trop calculateur, c'est ce qui fait le charme du personnage de Luke, d'être naïf et d'être bienveillant. Et moi, quand j'étais gamin, c'est ce que j'aimais chez lui, tu vois. Alors effectivement, Lando, il calcule un peu plus ses coups, mais c'est pas le même personnage non plus, quoi. Bah, d'être bienveillant, oui. Mais là, je me demande ce qu'on peut, comment dire, ce qu'on peut amener à un personnage en continuant à le caractériser de cette façon-là. Et le problème, c'est que malheureusement, dans la littérature Star Wars, c'est quelque chose qui est très très développé. Et maintenant, enfin, quand on voit la différence de ce qu'ils nous ont mis dans Mandalorian, ok, d'accord, c'est pas la même époque et il a vécu d'autres choses depuis, mais enfin, je sais pas, c'est pas du tout le même. Pour moi, c'est pas le même personnage. De ce que je lis là, c'est pas le Mandalorian, il a quel âge? Oui, il est plus, mais on est d'accord, il est plus âgé. Quand t'avais 20 ans, t'avais pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui, tu vois. Ok, mais là, moi j'ai l'impression de retrouver le Luke d'épisode 4. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mon oncle et ma tante. C'est vraiment. Après qu'il soit déstabilisé par rapport à ce qui vient de. Ça, c'est. Ça, c'est bien. Ça, c'est. Moi, je remets pas en j'ai doute. trouvé ok. Moi, le seul qui m'a dérangé, c'est Leia comme personnage. Et pour moi, Charles Soule est très très bon. Et ah oui, c'est certainement je trouve par rapport aux auteurs, c'est un peu alors peut-être pas en termes de qualité parce que certains c'est une référence, mais pour moi c'est un peu le Zan ou le Luceno de l'ancienne UE parce que là clairement il est sur plein de supports et le fait qu'il aille chercher pas mal de références, c'est vraiment un effort qui rend le média, enfin et même le cross média de qualité quoi. Donc voilà, moi je suis très content, j'ai bien aimé. Ben, écoutez, moi de mon côté, je me situe encore une fois probablement plus près de Thomas que de Loïc. J'ai quand même été agréablement surpris, beaucoup de surprises. Dans le fond, en termes d'attente, déjà moi Charles Soule, je suis vendu. J'ai donné la note parfaite à son premier roman, là, Star Wars, La lumière des Jedi. J'avais donné certaines notes parfaites aussi quand il faisait la série de Vador, là, Le Seigneur Noir des Sith, en 2017. Donc, non, je trouve que c'est vraiment la pépite en ce moment pour ce qui est du Marvel Star Wars. Et je me disais, contrairement à Loïc, enfin du contenu entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Parce que le seul contenu qu'on avait dans le canon, c'était un roman jeunesse. Donc, qui était pas mauvais, là, cible mouvante, avec Leia. Mais voilà. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire-là, à ces péripéties-là. Je dois avouer là, qu'ils sont vraiment partis. Charles Soule est parti dans. M'a surpris, en fait, c'est toujours aussi bon pour nous surprendre. Rapidement sur les personnages, je suis assez d'accord, sauf pour Leia. Tu vois, moi, j'ai justement. On a un Lando je trouve que c'est justement parfait, la caractérisation des personnages et les histoires au départ. Lando qui est loin d'être accepté et qui est aussi loin d'être OK, maintenant je suis un rebelle, un leader, etc. C'est pas du tout ça. Il est encore en train de manigancer, mais là, lui, il pense à aller sauver son ami sur Bespin. T'as Luke complètement déboussolé. Thomas a raison, dans le fond, a déjà bien mentionné ça. Et Leia, moi, je revois la Leia de la fin de l'Empire contre-attaque avec le regard vide, paniqué parce qu'elle vient de perdre son amoureux. C'est pas du tout la Leia chef de guerre générale de l'épisode 4 et de la fin du Retour du Jedi. On n'est pas du tout là-dedans. On a une Leia complètement déboussolée qui va justement agir de façon complètement stupide, comme Thomas le disait, là, avec la carbonite, tout ça. Bref, mais c'est ça, je trouve que c'est le bon moment dans l'histoire de la saga Skywalker pour Leia pour agir comme ça. Chewbacca est un peu en retrait là-dedans, mais c'est ça. Il fait bras droit de Leia pas mal. Mais il digère, même s'il connaît Lando, c'est celui qui connaît le mieux Lando. On se le cachera pas hein, dans toute l'équipe. Fait qu'il pardonne pas pour l'instant là, ce que Lando a fait à Han, même s'il y avait quand même une certaine logique du point de vue de Lando, là, on se le cachera pas. Sinon, c'est ça, le fait qu'il n'y a pas d'unité au début, c'est un peu chacun pour soi, tout ça, je trouve que c'est quand même bien. Toutes les péripéties sur Bespin, j'ai quand même bien aimé aussi. Un peu comme Loïc, par contre, j'ai la même réticence peut-être à l'espèce de chasse au trésor que Luke fait, là.
de son côté. Comme tu dis, ça fait un peu comme si on avait 2 arcs en un. Oui. Et au début, c'est Bespin, tout ça. D'ailleurs, retourner sur Bespin, s'il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est bien ça aussi, là, dans le sens que... Surtout très, très proche, en fait, après les événements du film. Exact. Et Charles Soule, je trouve, est fantastique pour les visions de Anne. Le flashback de Anne, ouais, justement. Je trouve que Charles Soule est fantastique aussi pour nous finir chaque numéro. Je sais que vous, là, vous les lisez en album complet, mais c'est ça, de mon côté, des fois, j'ai un mois là, à attendre pour le suivant. Donc, pour faire la dernière page, il y en a une, c'est une vision de Luke qui voit que quelqu'un encapuchonné avait attrapé son sabre. Il y en a un autre, c'était Luke qui était justement prisonnier d'un puits là, rempli d'eau. À chaque fois, ça se termine, puis tu as hâte de lire le suivant. Donc, alors, si je peux, Francis, justement rebondir là-dessus, c'est que la fin de cet épisode avec ce personnage encapuchonné qui saisit en fait le sabre que Luke a perdu, moi j'avais une vibe, c'est à la Timothy Zahn, etc. Et alors, pas du tout. Non, effectivement, on n'est pas là-dedans. Voilà, c'était vraiment pas, c'est pas du tout un clone de Luke, etc. Qui pourrait être parce qu'il est dans la BD de l'héritier de l'Empire. C'était présenté un peu de la même façon, un personnage encapuchonné comme ça, qui tenait le sabre. Et alors, effectivement, pas du tout. Alors, je sais pas si ça joue sur ma déception ou pas, mais voilà. Ah ouais, les attentes, c'est sûr. Mais on l'a pas mentionné aussi, hein, mais ce qui est drôle, c'est que Luke a pas réussi à retrouver son sabre, mais quelques temps après son départ, les Ugnaughts sur Bespin le retrouvent. Donc, il y a une petite piste là, de pourquoi Maz Kanata finit avec le sabre là, sur Takodana. Là. Ben voilà, il a été retrouvé le sabre, mais pas par lui. Sinon, je trouvais l'idée aussi pas mauvaise pour Luke, c'est ça avec se retrouver dans le temple et de se retrouver avec un sabre laser de transition, on va dire. Parce que là, je me disais, quand est-ce qu'on va avoir la construction? T'sais, on le sait tous là, que c'était une scène de supprimée du Retour du Jedi, la construction du sabre vert. Mais dans le canon, on n'a rien par rapport à ça. Donc là, je me disais, est-ce que dès le départ, il va fabriquer son sabre, tout ça? Il va reprendre des éléments, je pense. Ouais, mais j'ai trouvé ça intéressant, justement, là, qu'il nous sorte ça. Après ça, reste à voir comment il va perdre celui-là. Est-ce qu'il va se faire encore trancher la main? Je sais pas. mais bref. Pourvu que ce soit la main en robot. Est-ce que ce sabre peut pas être la base, en fait, qui va lui servir à construire le sien, en tout cas pour récupérer le cristal? Voilà. Possible, exactement, parce que c'est ça. Est-ce qu'on va explorer quel cristal qu'il a utilisé, comment il en a trouvé un, ou peu importe. Sinon, moi, le Grand Inquisiteur, là, vu qu'on en arrive là, ça a été vraiment une surprise pour moi, mais pas mauvaise. C'est vraiment un personnage que pour moi, c'était une création de merde de Dave Filoni à l'époque de la série Rebels pour vendre des épées Hasbro cheap là, aux enfants. J'aimais pas du tout, mais Charles Soule a vraiment, je trouve, magnifié ce personnage-là dans la série Les Seigneurs Noirs des Sith. Et là, d'apprendre qu'il est encore dans une espèce de purgatoire perpétuel au service de Vador, à rien faire pendant, mettons, des décennies, là. Et probablement même après, quand Vador vient du côté lumineux. Mais bref, c'est ça. Non, moi, c'était une agréable surprise de le voir là. Le fait qu'on n'avait jamais vu ça, personnellement, ça me dérange pas. À chaque film, ils nous sortent des nouveautés par rapport à la Force. Donc, puis là, avec la Haute République aussi, on va explorer toutes sortes de bizarreries. Donc ça me dérangeait pas, mais c'est ça, il est dans une éternelle souffrance. Et voilà, c'est bien fait pour ce méchant assassin. Est-ce que ce serait encore un personnage lié au méchant qui n'arrive pas à tuer, entre guillemets? Ben, il est mort. Oui, mais je veux dire, Maul était mort aussi. Ah non, pas dans ce sens-là. Moi, je vois pas ça comme ça. Maul était pas mort, comment dire. Boba était mort aussi. Ils l'ont vraiment ressuscité, Maul. Oui, mais je veux dire, si tu veux, quand on regarde les épisodes, que ce soit les films ou les séries, etc., on nous présente des personnages donc, qui disparaissent, donc on nous présente comme s'ils étaient morts. C'est-à-dire quand Boba tombe dans le Sarlacc, tout le monde pense qu'il est mort. Après, ok, il ressort, etc., et on raconte une histoire qui peut plaire ou pas plaire, et ça se discute, etc. C'est la méthode Marvel, ça. Ouais, exactement, bah, c'est très comics. Mais là, encore une fois, enfin voilà. Alors effectivement, ce personnage, on l'a vu mourir. Bon, il est mort. Au moins, il est vraiment mort. Bah justement, putain, laissez-le mort.
Laissez-le mort. J'ai pas vu ça de même, mais par contre, s'il nous le ramène à tous les 2-3 numéros, voilà. là, ça va vraiment être comme les exemples. Parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, Francis, dans le sens où il a très bien développé le Grand Inquisiteur dans la série Dark Vador, et on va dire l'univers autour des Inquisiteurs. Il s'en est bien chargé, le travail était bien fait, et toutes les fois où on a revu les Inquisiteurs, jeux vidéo, autres romans, autres films, etc., c'est très cohérent, c'est bien amené. Pour l'instant, ça dénote pas même au sein de la saga, c'est-à-dire qu'après on n'en reparle plus, mais voilà. Donc ça veut dire quoi? Bah, Luke, il a vu, donc il connaît, il sait qu'il y a eu des Inquisiteurs. Voilà, la Jedi lui raconte. Mais alors c'est pareil. La Padawan, elle est Padawan et elle va échapper aussi à Vador. Encore un Padawan qui échappe à Vador. Oui, mais on voit bien dans la vision que Vador la poursuit. Il est à quelques mètres d'elle. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire des Jedi qui ont survécu. C'est tout. S'ils échappent à un Inquisiteur qui est beaucoup moins puissant dans le côté obscur, qui est peut-être moins précis dans ce qu'il fait... Elle était dans un groupe quand même, hein. Ce qui fait que pendant que les autres se faisaient latter, elle a pu se barrer. Ouais, peut-être. Tu vois, c'est le côté... Mais en tout cas, c'est pas... Ouais, mais dans l'épisode, c'est pas très très clair. C'est pas clairement explicite de cette façon-là non plus. Sinon, on n'a pas parlé graphique vraiment. Peut-être mentionner le cross sur le prologue qui, je trouve, a très bien fait la job. Et justement, comme il ramenait 2 personnages qui dataient de 2015, sur le coup, ils se ressemblaient tellement que je croyais que c'était Marco Checchetto qui était de retour, celui qui avait signé Les Ruines de l'Empire, qui est à mon avis le meilleur dessinateur qu'on a eu sur du Marvel Star Wars. Fait que c'est pas aussi bien, mais en tout cas pour les visages, tout ça, j'ai trouvé que c'était très réussi là, de la part de Luke Ross. Sinon, pour le reste de l'arc, les dessins de Jésus 16, Réseau 16, c'est efficace, mais sans plus. Il n'y a pas de wow, il n'y a aucune planche que j'ai envie de faire imprimer en grand et d'afficher sur un mur. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace, et notamment, et Thomas le disait, dans les visages où on a vraiment les acteurs. Alors, ça, c'est pour les côtés positifs. Les batailles spatiales aussi. Les vaisseaux sont très, très jolis, très bien. Et je vais te rejoindre, par contre, sur, on va dire, je pense que la couleur joue beaucoup. On est sur de la colorisation très, très terne. Et par rapport aux anciennes séries Star Wars où on avait quelque chose de très profond, très travaillé à l'ordinateur avec les lumières, etc., je pense que là, on n'a pas gagné au change. Et on a un côté très statique qu'on avait souvent reproché, surtout toi, Francis, à Salvador Larroca. Mais moi, où j'arrivais à l'apprécier sur Salvador Larroca, eh ben, j'ai plus de mal ici. Alors, c'est pas dégueu non plus, mais on sent que c'est statique. Les couleurs. Après, ça, c'est lié aux coloristes aussi, les gars. Oui, ben, bien sûr. Ouais. J'ai plus son nom, là. Je pense c'est peut-être les mêmes qu'avant, j'ai pas vérifié, mais ils sont tripotés, ils sont 5 là. Donc je oui, voir, mais ça se trouve, c'est peut-être les mêmes gars qu'avant, non? Possible, non? Mais bref, c'est ça. Mais j'avais quand même apprécié les couleurs parce que d'une situation à l'autre, entre la Cité des Nuages ou, mettons, justement, quand Luke déprime dans le vaisseau, effectivement, c'est très, très terne, etc. Mais oui, c'est vrai que même le temple, c'est assez terne. Fait que. Ouais, ben moi j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient mis un filtre terne sur tous les épisodes, mais attention, ça reste quand même très très joli. Je veux dire, il y a rien qui dénote. Bespin par exemple, c'est très joli, c'est très bien fait, très bien colorisé. La bataille spatiale, dans cette espèce de, on n'est pas tout à fait dans l'espace profond, donc le ciel est plutôt teinté, donc non c'est joli, mais je trouve que ça manque un peu de panache. Exact. Peut-être. Même au niveau des couvertures, moi je m'étais noté que c'était assez moyen, tout cet arc-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait le choix d'essayer le concept des éditions collector de Panini pour cet album-là. Je me suis dit, de toute façon, j'aime pas la couverture de l'original là, que Thomas avait dans les mains tout à l'heure. Ah bah c'est marrant, moi je l'aime bien. Ah ouais, tu vois, moi ce style de dessin-là, puis même pour les suivants. Cartoon un peu, quoi.
Ouais, mais j'aime Ouais, bien, je trouve que c'est efficace avec le fond étoilé. Mais ce qui est drôle, c'est que la colorimétrie est complètement différente. Ah ouais. La version Panini de la version originale Ah bon? anglaise. Ouais, là, on est dans les violets, alors que la version originale, c'était très rouge sur certains endroits, puis bleu ailleurs. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Panini a mis de l'unité là. Moi, j'aime bien, hein. Franchement, je la trouve chouette. Hein. Ben, c'est plus joli, effectivement, que la version Un truc que je remarque, c'est qu'à chaque fois, Panini, je regarde toutes les couves et je me dis, est-ce qu'en tant qu'éditeur, j'aurais pris la même? Bah, à chaque fois, oui. Ah, tu vois, moi, je pense que j'aurais pas pris celle-là, mais bref. Ah ouais. Voilà. C'est ça. Moi, sinon. C'est celle qui fait le plus poster, hein, Francis. Oui, c'est Elle vrai. fait poster Star Wars, tu vois. C'est vrai. Mais c'est ça, je trouve que c'est quand même une bonne relance pour cette série-là 2020. Les derniers numéros là, qu'on critiquait ensemble là, de la série de 2015, il était temps que ça arrête. Bon, ça s'essoufflait. Ça s'essoufflait et il y avait une grosse variation en termes de qualité d'un tome à l'autre ou d'un arc à l'autre. Même chose, les artistes n'arrêtaient pas de changer à chaque arc. Donc, Francis, je rappelle que dans les derniers volumes, on a quand même eu le fameux arc avec la super bataille spatiale, etc., qui était parmi les meilleurs albums qu'on ait noté. Ouais, quand l'espoir meurt, exactement. La mort de l'espoir. Ouais. Et ben, ces deux albums-là sont parmi les meilleurs qu'on ait chroniqués. 9 et 10. Après, je crois que c'est 9 et 10. Après, effectivement, on est tombé sur l'arc avec les rochers là. Et puis après le dernier qui était encore pire. Là par contre effectivement, ok c'était pas bon, mais sur la fin de la série et en fait c'était tout lié à Shutorun, tout ce qui a été amené au début de la série, et c'est ça qui était génial, c'est qu'en fait il avait posé des bases au tout début de la série et il les a montées et ça s'est presque fini dans l'apothéose, c'est-à-dire qu'on l'avait dit à l'époque, ça aurait dû se finir sur ces albums là. Exactement, c'est ça. Mais même avant ces albums-là, il y a eu une période morte aussi. Oui. On a même eu un album que c'était que des one-shots. Oui. Mais c'était le numéro, mettons. Mais il y a eu 2-3 volumes avant qui n'étaient pas terribles. Non, c'est ça. Puis quand ils vont à la ferme, tu sais, solo, en chess, tout humilié. Ouais, c'était un peu. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Marvel a justement demandé à son meilleur poulain, donc Charles Soule, de reprendre la série principale. Fait qu'on ne l'a pas pour la série Vader cette fois-ci, mais de toute façon, ça fait différent. Et pour l'instant, je trouve que ça pose des bonnes bases pour bâtir par-dessus ça. Quand est-ce que l'équipe va vraiment créer une unité, comme quand est-ce que Lando va être complètement accepté, etc. C'est quoi ce sable-là de Luke et où est-ce qu'il s'en va avec ça? Donc, moi, comme je le disais en début de résumé, je crois les parents de Poe Dameron, j'adorais ces deux personnages-là. Et tu sais, quand je pense que c'est Thomas tantôt, tu disais qu'il n'apporte pas nécessairement grand-chose, mais moi, dans le fond, je suis un fan des personnages ordinaires dans Star Wars, des soldats ordinaires, soldats d'infanterie dans le cas du père de Poe et pilote de chasse dans le cas de sa mère, mais c'est pas des Jedi, c'est pas des Sith, ils n'ont pas de pouvoir, etc. C'est des soldats. Donc, on est dans l'ambiance de Alphabet Squadron, t'as nommé Battlefront tantôt aussi, là, le premier livre d'Alexander Freed. Donc, c'est ça, moi, j'étais vraiment très heureux de les voir de retour parce que je me dis, ça peut nous amener vers des histoires un peu moins Jedi, artefacts Jedi, etc., et un peu plus les rebelles, la flotte rebelle, tu sais, comment ils vont se regrouper, comment ils vont planifier l'opération du retour du Jedi, etc. Alors, donc, je propose à Marvel de confier les rênes de la série à Francis parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'aurais envie de voir. Et justement, après, après la défaite qu'on a vue dans l'Empire contre-attaque, on a envie et on a besoin, je trouve, de voir la flotte rebelle se reconstruire. Et ça aurait été justement intéressant et couillu qu'au lieu de suivre encore une fois les énièmes aventures de Luke Skywalker, de la princesse Leia et pas de Han Solo, pas forcément parce qu'il est pas là, qu'on suive justement Kess et Chara en personnages principaux qui, naviguant au sein de la flotte, auraient pu croiser Leia dans le cadre d'un briefing, Luke en retour de mission, etc. Et là, j'ai dit, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'on aurait découvert quelque chose de nouveau. Là, pour moi, on a exactement ce qui a été fait entre le 4 et le 5, mais avec des histoires juste différentes. Un contexte différent. En plus, il y a 1 an et demi à combler à peine jusqu'au retour du Jedi. Enfin, c'est... Moi, je suis pas... je peux vous... Sans spoiler justement la suite, ton souhait va être
au moins en partie exaucé, dans le sens que les arcs suivants, les Parents for Demons restent là, et justement, on continue en fait l'intrigue qui est mise ici là, avec la dévo, on va appeler ça comme ça, de Tarkin, là, qui les poursuit, tout ça. Donc, c'est ça, on va être en bataille spatiale et compagnie là, dans les prochains. Avec ce que Thomas citait aussi, qui était intéressant, et c'est vrai, parce que je l'avais pas dit non plus, mais ça m'avait plu, la déroute des communications qui ont été, on va dire un peu piratées par l'Empire, et du coup, ils peuvent plus communiquer, se rejoindre. Ouais, ben on le sent, et ça c'est bien posé. D'ailleurs, on le retrouvera dans un volume qu'on chroniquera plus tard, qui est la série Bounty Hunter, puisque c'est évoqué également. Et donc ça, c'est intéressant. On peut se dire, ah ouais, il y a un vrai enjeu de reconstruction de la flotte, et personne ne peut savoir où ils sont. Voilà. Maintenant, peut-être qu'en envoyant des gens sur les planètes, voir les différents informateurs de la flotte rebelle, permettrait facilement de regrouper un peu tout le monde. Mm-hmm. Mais dernière chose, c'est ça que je l'ai dit pour les personnes. On l'a dit en fait pour les personnages, mais en termes d'enjeux, parce que tu viens de dire, ça c'est le nouveau grand enjeu, tu sais, dans les films on n'avait pas nécessairement. Mais même les enjeux de la fin de l'Empire contre-attaque pour les différents personnages, pour les rebelles, dans un sens pour l'Empire, sont rassemblés ici. Fait que je trouve mais je le vois vraiment comme un volume d'introduction, par exemple. Je le vois vraiment comme un numéro unique avec un début et une fin. Je trouve que c'est vraiment... il pourrait même introduire 2 ou 3 séries différentes, ce volume. C'est ça que je regrettais. Oui. Et moi, ça m'a posé un problème, cette temporalité qui a été créée, d'avoir un morceau d'épisode littérature qui s'insère entre 2 scènes de l'Empire contre-attaque. Moi, ça m'a vraiment posé... Ah ouais, moi, vraiment... moi, ça me dérangeait pas parce que justement, j'ai toujours trouvé que dans la fin de l'Empire contre-attaque, on sent qu'il y a un ellipse temporelle. Il manque. Oui, mais pour moi, elle est pas si grosse. C'est-à-dire que on suit le voyage vers la flotte rebelle. Il est pris en charge. Il est pris en charge tout de suite, et puis on va le réparer, un peu de bacta, on lui regreffe une main et terminé. Mais je peux comprendre qu'on fasse une plus grosse ellipse. Moi, ce qui me pose un souci, c'est que ce qui se passe au début de ces épisodes, je n'arrive pas du tout à me le représenter dans la continuité de ce qu'on voit visuellement à la fin de l'Empire contre-attaque. Ah, tu vois, moi, c'est complètement l'inverse. Ça passera peut-être avec le temps, peut-être que j'arriverai à passer outre. Mais en toute sincérité, je ne suis même pas sûr de venir relire un jour ces épisodes. Comme c'est une introduction, moi j'ai l'impression aussi que ça va se magnifier. Il va y avoir une certaine plus-value une fois qu'on va voir les suites. Là, mais... C'est Charles Soule quand même. Peut-être, ouais. Mais justement... Le dernier détail, pour si vous n'avez pas aimé les dessins de celui-là, ça change pour l'arc suivant. Ça change de dessinateur. C'est Jésus 17? Ouais, c'est ça. Résus 16, là, il reste pas. Là. Je pense qu'il n'a pas été apprécié. C'est Résus 19. C'est le frère du Covid. Ouais, on note. Thomas? Francis. Non, vas-y. Bon, moi, dans le fond, je serai pas très original. Je vais mettre exactement la même note que j'ai mis lors de la dernière émission sur le premier tome de Vador. Donc, un 75%, un 15 sur 20. Je trouve que c'est ça. C'est loin d'être le top. T'as raison. Je pense pas aller le relire juste pour lui uniquement. Si je le relis, ça va être dans la globalité de cette série. Ouais. Mais c'est pas non plus un échec total. Donc, puis c'est ça. Moi, je trouve le plus faible dans ça, c'est la séparation des 2 arcs, on va dire, le Bespin, puis après ça, Chasse au trésor de Luke. Et sinon, les dessins aussi que vous trouvez moyens. Vous parlez des visages, moi, c'est ça, j'ai pas vraiment apprécié les visages de ce dessinateur-là. Mais bref, voilà, un 15 sur 20. On va dire que c'est la moyenne du groupe. Ok. Alors, me concernant, y a peut-être ça qui joue, c'est que j'ai eu l'impression de lire beaucoup de merde en comics Star Wars, vraiment beaucoup, tant et si bien que le Dr. Aphra, je lis même plus. Enfin, il y a des trucs que je vais même pas ouvrir, même en scan, je les lirai pas, quoi. Tellement ça me fait ni chaud ni froid. Et la dernière série Star Wars, je m'emmerdais, je les achetais parce que voilà, c'était la série principale. Mais aucun intérêt. Et là, je trouve que
le fait que ce soit Charles Soule, j'ai l'impression que ça c'est reparti. Et bah voilà, le fait d'avoir eu vraiment de la drouille pendant longtemps, là, je pense que ça a joué. Plus les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, surtout l'aspect cross-média aussi qui est intéressant. Et donc là, moi, je mettrais un bon 16. Bah moi c'est l'inverse de Thomas puisque justement ce que j'appréciais, même si effectivement on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des faiblesses dans cette série Star Wars, il y a eu quelque chose qui a été construit et qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors c'est sur la durée, même si j'ai pas tout aimé. Et là pour moi c'est le total inverse, c'est-à-dire que c'est trop. Et tu l'as dit Thomas, et je suis d'accord avec ça. On a lu beaucoup de merde dans l'univers canon. Star Wars en comics et pas que. Et au final, le nouvel univers, parce que dans Légende, on a lu beaucoup de génial. C'est pour ça que je parle du canon. Et au final, ça commence vraiment à me peser. Et je sais plus si je l'ai évoqué dans cette émission ou dans celle de la dernière fois avec le fait qu'il y ait des entorses qui soient faites à la littérature avec les séries notamment de Filoni. Tout ça me mine vraiment et j'ai du mal à me dégager de l'intérêt pour ce que je suis en train de lire. Aussi tant et si bien à peine avoir refermé un volume, j'ai quasiment oublié ce que je viens de lire. Par exemple, dans la précédente émission, on a parlé de l'épisode d'introduction. Et heureusement que tu avais fait un résumé parce que c'est vrai que je me souvenais plus que j'avais lu ça. Donc quelque part, se projeter dans cet univers, lui donner de l'attention, avoir des attentes, c'est des choses qu'on fait normalement parce qu'on est fan de Star Wars, etc. Mais la finalité, c'est que j'ai presque plus envie de le faire. Alors, je suis désolé pour nos éditeurs qui vont écouter nos émissions. C'est motivant. C'est vrai, parce après, j'essaie de me mettre aussi, je suis aussi auditeur de podcast, je sais que c'est pas agréable d'entendre un chroniqueur dire défoncer toujours la même série, et surtout quand c'est toujours la même personne, parce que voilà, je dis ce que je pense, que ce soit des romans, que ce soit des comics, je dis toujours ce que je pense, c'est pas parce que c'est Star Wars que je vais vous dire que c'est bien, qu'il faut l'acheter. Je dirais pas par exemple, sur ce volume, je vous dirais pas de ne pas l'acheter, parce que je pense qu'on peut effectivement y trouver son compte, et vous en êtes vraiment les deux exemples parfaits. Mais moi, il y a quelque chose qui ne me touche pas, qui ne me touche plus. Alors, je vais refaire l'essai sur Dr. Aphra prochainement, parce que je ne vous dirai pas. Bah oui, parce que. Tu choisis mal ton moment. Le premier alors, je veux pas spoiler tout à fait mon avis sur Bounty Hunters numéro 2, mais voilà, j'ai pas trouvé ça. J'achète ou j'achète pas là, du coup, j'ai besoin de savoir si je balance 20 balles ou pas là. Non, mais pour toi, Thomas, moi, je te dis achète. Oui, pour toi, je dirais achète. Des aliens. Il y a plein d'aliens. Dans toutes les cases, il y a un alien. Voilà, donc voilà. Mais donc, je vais essayer Aphra, et à la fin, je me dis, qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce qui va me lancer, qu'est-ce qui va me donner envie de revenir à cette littérature Star Wars. Et vraiment, je suis non, même pas. Je l'ai pas trouvé foufou le début de ce que j'ai lu. C'est sympa, c'est joli, et j'ai un gros problème de raccord, et ça je l'avais évoqué dans je sais plus quel WhatsApp récemment. J'ai un très gros problème de raccord entre le comics et le roman. Puisque je trouve que les ennemis ne sont pas non, ils sont pas comment dire, ils sont pas construits, ils sont pas montrés de la même façon. Pour moi, on a une espèce de grosse méchante bestiole un peu bébête dans un, et dans l'autre, c'est une forme de vie intelligente qui utilise presque la technologie qui est à leur portée. Donc pour moi, j'ai un gros problème de caractérisation. Donc c'est vrai que c'est dur pour moi de vous dire à chaque fois non, j'ai pas aimé. Oui, il y a des choses bien, mais alors ça, vraiment, ça commence à me gonfler, parce que c'est exactement l'inverse que je ressens sur, par exemple, les séries de Filoni. Ouais. Et là, si tu le juges, justement, parce qu'évidemment, puis on a tous notre bagage, on les a tous. On a tous notre Star Wars, tu veux dire? Oui, aussi. Mais si tu le juges, justement, comment dire, pour ce que c'est, à savoir numéro 1 d'une nouvelle série.
Bah oui, à la fois, je le juge pour le. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est un volume qui peut même lancer 3 séries ongoing, mais du coup, ça en a le défaut de ses qualités. Et à la fois, ben, je ne peux pas être totalement objectif en ne jugeant que cet aspect-là, parce que je ressens une certaine lassitude et une certaine déception, en tout cas pour la partie littérature Star Wars, au sein de ce que c'est dans cet univers, pour la place que ça a. Parce que on est d'accord que la littérature Star Wars, c'est quelque chose d'extrêmement relatif, et ça l'a toujours été au sein de la saga. Mais voilà, c'est cette lassitude. Alors, je veux que nos auditeurs... on peut en parler à la cantina aussi, là, mais... Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est le Filoniverse. Exactement, et voilà. Bon, bah, alors, on va donc atterrir tout de suite, et puis on va peut-être... Ah non, j'ai pas donné ma note. Non, j'ai pas donné. Radar, tu lui avais donné 12, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et donc, je mettrai un 7 sur 20 pour ce volume. Oh, ah ouais, carrément. Ouais. Oula. Ouais. C'est pour vous dire que là, il est énervé là. Cette note-là, en fait, ne me permet pas de me dire, bah, je vais revenir sur la série au volume 2. Mais il faut faire en fait comme une série télé, c'est-à-dire ne pas juger une série à son pilote et laisser sa chance aux 2-3 premiers épisodes pour essayer de se faire un avis plus global. Donc, je vais quand même revenir et lire au moins le 2e volume. Voilà. Donc voilà, bah, messieurs, allez hop, c'est parti, on est arrivé à destination. Je pense qu'il y a Thomas qui n'avait pas donné sa note. Si, j'ai donné 16. Ah oui, ah oui, excuse. Voilà. C'est moi qui étais dans le champ cette fois-ci. Allez, c'est parti, Francis, on atterrit. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, messieurs, donc si vous me permettez de peut-être reprendre la main, puisque justement j'avais envie de vous dire que j'avais, grâce à grâce à Pocket Edition, pu commencer donc Chute Libre de Podameron Chute Libre, voilà, pardon. Donc j'ai pas lu grand-chose, je suis au tout début, mais bizarrement, les premiers chapitres que j'ai lus, je les trouve extrêmement dynamiques, avec une introduction à 100 à l'heure et qui est totalement à l'encontre de ce que je viens de dire pour les comics le comics qu'on vient de chroniquer. Et j'ai très peur, en fait, justement, en finissant la lecture de ce volume, de me dire bon, bah voilà, je suis encore une fois déçu, c'était extrêmement anecdotique. Je sais que les avis sont très partagés sur ce... ce roman. Après ta lecture, tu iras réécouter la critique que j'en avais fait l'année dernière avec Cécilie, à sa sortie en version originale. Mais effectivement, c'est dynamique. C'est un livre qui va vite. C'est un livre qui c'est très dynamique. Mais ça reste anecdotique à mon avis. Fait que c'est ça. Je te spoilerai rien là, mais mais les gens qui ont beaucoup. Le pire, c'est que même le personnage de Podameron, c'est un personnage que j'aimais bien. Zori Bliss, par contre, je suis pas sûr que j'avais besoin absolument de connaître l'histoire de Zori Bliss. Voilà. Mais ça peut être intéressant sur plein d'aspects, ce livre-là, parce que du contenu, comment dire, à l'époque du Mandalorien, là, donc après le retour du Jedi, mais longtemps avant la post-logie, on n'en a pas vraiment. Là. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et on a ce livre-là. Bon, il y avait une de l'Empire. Il y avait eu Lien du sang, là, puis il y en avait eu quelques-uns, mais on était beaucoup plus proche de la post-logie. Plus tard. Tandis que là, Podameron est adolescent à ce moment-là. Donc, c'est ça, on est plus proche quand même pas si éloigné du retour du Jedi. Fait que, non, c'est ça, l'époque de la Nouvelle République, là, et compagnie. Donc, mais justement, tu disais... Qui vont bien aimer. Il y avait cet avis un peu aussi sur les 2 premiers volumes de la trilogie Padmé. D'aucuns avaient dit qu'ils étaient indispensables, etc. Alors que moi, j'ai pris en tout cas la lecture du premier. Le premier est sorti en VF, je ne sais. Exact, le 2e est prévu pour novembre. Voilà. Et le premier, j'ai pris vraiment un pied d'enfer et j'ai trouvé ça génial. Et pourtant, ça reste anecdotique. Ça présente des personnages dont on peut se foutre royalement parce qu'ils ont très peu d'intérêt à part dans le volume de Dark Vador qu'on a chroniqué la dernière fois. Mais ça m'embête en fait parce que, par exemple,
j'ai écouté l'émission d'Aude et Sylvain sur la chronique des épisodes de Bad Batch, des épisodes 6 à 10. Je les ai trouvés très durs. Alors d'ailleurs, on nous l'a fait remarquer dans notre fil Discord qu'ils avaient été durs et j'avais dit justement que j'étais pas là pour un peu contrebalancer. C'est-à-dire que je conçois que Bad Batch puisse être quelque chose qui soit extrêmement anecdotique et qu'on ne lui accorde que très peu d'importance. Pourtant, moi, je lui trouve un intérêt certain. Mais c'est aussi un intérêt de contexte géopolitique, même si c'est effleuré, évidemment. J'aurais préféré avoir mon House of Cards, peut-être à cette époque-là, de la transition Empire-République. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui nous parle plus en tant que fan de Star Wars que ce que je viens de lire là, et de ce que j'ai lu déjà dans le canon Star Wars, ou comme Thomas l'a dit. Enfin, voilà, Thomas, tu as été pendant toute une époque absent des émissions littérature par ce manque, justement, de considération. Alors, j'avais perdu la flamme. C'est ça. Mais quelle est la bonne chose, en fait? Est-ce que le mieux est que je m'absente, en fait, des épisodes littérature pour ne pas, entre guillemets, plomber l'ambiance et peut-être laisser sa chance au produit? Je vois la question, mais je dirais oui et non, parce qu'en même temps, si à chaque fois on fait venir que des gens qui aiment bien le truc, est-ce que ça a franchement un intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien aussi qu'il y ait un peu de... Au contraire, je trouve que celui qui a pas aimé a d'autant plus de mérite à venir, parce que je te cache pas que moi, à la fin, je sais pas si tu te rappelles, les derniers que j'avais fait, moi, de littérature, où je venais, puis je disais, ouais, bah c'est bof, c'est machin... Moi-même, je me disais, je suis en train de brasser des ondes négatives, ça sert à rien. Puis j'avais plus l'envie, je me dis, bah je préfère faire autre chose, tu vois, plutôt que de me brasser un truc que j'ai pas aimé. Donc je trouve que le fait de pas avoir aimé et de venir pour le dire, c'est bien parce que en plus ça donne un regard objectif, ça fait du débat finalement, ça met des idées en opposition. Et ça nous fait de la dichotomie, comme on avait juste avant. Oui, mais c'est sûr que là, par exemple, vous avez pour ce volume à peu près une note qui est quand même un peu dans les mêmes eaux. Et à la base, tu vois, je pensais pas venir, et c'est ce matin, j'ai attaqué le Star Wars 1 ce matin, putain, je dis, oh, c'est génial, et je vous envoie le message, je vous dis, ah bah ça tombe bien, on enregistre ce soir. Bah oui, c'était... J'ai fait le Darvador, quoi, j'ai fait... C'est sans le vouloir, mais je me dis, vous auriez été tous les deux, vous auriez été très élogieux en relevant des défauts malgré tout. Moi, j'arrive... Bon, je pas casse l'ambiance parce que je prends quand même les plaisirs à ces émissions d'enregistrer avec vous. Il faudrait que tu demandes l'avis de Panini si tu dois toujours venir à cette émission. C'est sûr que je comprends s'ils nous envoient pas de volume pour qu'on les chronique. J'ai demandé 3 fois. Hein. Oui. Mais tu l'as dit, Loïc, il y a au moins 2 volumes vers la fin de la série précédente que tu avais adoré. Oui. Je crois que c'est ça, c'est une question de thème, de rythme, de choses, etc. Le premier, L'Ombre de la Reine, je te l'avais, vu que je commence à connaître tes intérêts, je te l'avais conseillé, j'avais dit, je crois que tu vas aimer ça, arrête-toi pas à l'apparence, parce qu'en apparence, ça a l'air d'un... Ah ben, j'ai eu du mal à m'y mettre. Hein. Et c'est un des livres les plus politiques qu'on a dans le canon. Ouais. Ah ouais. Presque plus que Lien du sang, qui nous était vendu comme un livre politique, alors que dans beaucoup plus que Lien du sang. C'est ça. Ah, mais par contre, je te préviens quand même que le deuxième, on n'est plus... c'est pas du tout la même chose. Mais ça a plu à d'autres. Tu vois, Cécilie avait bien aimé, moi non. Il y en a qui, à l'inverse, l'aspect politique, ça les fait chier. Ce qu'ils veulent, c'est une histoire de préadolescente qui a ses premières règles. Bon, moi, c'est pas mon dada, mais il y en a que ça va être le cas. Là, je parle du deuxième. Oui. Queen, je sais que c'est un des... des gros reproches. Pour moi, c'est le pire livre du canon. Et Jean-François, sa note, c'est encore plus. encore pire. Mais c'est ça, chacun va y se trouver son compte. C'est comme tu dis souvent, chacun son Star Wars. Là, par contre, dans ce type d'intérêt-là, je crois que ça se met mal en comics, ou en tout cas un peu moins bien. Même si je comprends ce que tu parles en termes d'intérêt pour le Bad Batch, ça. Moi, je suis un peu comme toi. J'aime ça explorer des périodes de grands changements, justement, idéologiques, politiques, etc., de comment les personnages se débrouillent là-dedans et compagnie. Moi aussi, c'est ça que je vois comme intérêt dans Bad Batch. Mais il y en a qui s'en contrefoutent de ça aussi. Ce qui est, oui, c'est vrai. Il y en a que ça va être le conflit. Oui, c'est vrai. Il y en a que ça va être... Donc, je comprends que ça... Moi, à mon avis, ce que ça prend, que ce soit littérature, série, tout ça, ça prend de la variété. Justement, pour en donner un peu à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas aimé Mandalorian. Moi, tu sais, il y en a qui ne jurent que par ça et c'était donc génial. Pour moi, ça avait des défauts, mais ça a tellement fait du bien sur d'autres aspects. Mais il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Donc, mais pour revenir
la série télé, tout ça, puis Bad Batch. Moi, tu vois, t'en as touché un mot tantôt, mais effectivement, je comprends ton point, l'espèce de pic au cœur des conneries que Dave Filoni fait avec The Bad Batch, que là, à tous les 2-3 épisodes, il nous scrape soit une BD ou un élément de roman, alors que c'est 100% inutile. Il ne suffit. Ben oui. Tu sais, si. C'est totalement évitable, en fait. C'est pas de problème qu'on manie un peu comme quand il y avait eu le retour dans Mandalorian de Boba Fett, non, de Cad Bane. Pas Cad Bane, voyons. Comment il s'appelait? Espèce de shérif, là. Cobb Vanth. Cobb Vanth. On en avait débattu un petit peu. Je trouvais que c'était juste, c'était limite différent du roman, de ce qu'on avait dans le roman, mais pas assez pour me déranger, là, tu sais. Ben, en fait, tu avais expliqué... Tu avais expliqué qu'en fait, le personnage, avec ce côté un peu... Il racontait lui-même, ouais. Voilà, et qu'il pouvait très bien avoir raconté d'autres versions, et effectivement, ça correspond, ça passe. Il cachait les mauvais. Voilà. Mais tu vois, Francis, on a été obligés, nous, en tant que fans, d'aller nous chercher, en fait, l'explication pour pardonner à Filoni. Ouais, exactement. Et la problématique, c'est que, par exemple, Kanan, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Il y avait aussi l'attente. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les spoilers, je sais qu'il y en a qui sont pas à jour dans Bad Batch, mais c'est ça, il y a encore de quoi récemment que ça marche pas avec un roman du canon. Si, c'est bon. Là, c'est devenu bon. Et je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de The Clone Wars, quand The Clone Wars avait commencé, Filoni avait mis, là c'était des coups de sabre laser, hein, c'est des coups de katana qu'il mettait. Oui, mais il était adoubé par George. George lui avait dit, on s'en fout de la littérature. Mais d'accord, mais la conséquence de ce qui s'était passé, c'est que du coup, t'as des gens, Karen Traviss et compagnie, qui étaient des auteurs formidables, qui se sont barrés, qui ont dit attendez les mecs, si vous respectez pas mon boulot, moi je me casse. Et donc si tu veux, voilà, après si c'est pour qu'on ait des seconds couteaux en littérature, c'est quand même dommage. On a des très bonnes personnes sur la littérature, mais il faut dire aussi qu'on a perdu des grands noms. Je veux dire, quand est-ce que James Luceno va revenir, Michael Stackwell, Ajit Johnson, enfin, ils sont plus là. Alors moi je les comprends parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu, évidemment à une autre échelle, mais c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que ils se sont investis dans un univers, ils ont passé des centaines d'heures à écrire, à inventer des personnages, à les faire se croiser, à leur inventer des péripéties. L'impression d'être mis au placard en fait. Exactement. C'est un peu comme si ton boss il te dit vas-y fais ça, tu passes 1 mois à le faire, 2 mois, et après il dit non mais en fait laisse tomber, on recommence tout, je vais prendre un autre type. Alors t'es payé, mais là, c'est vexant quoi. C'est vexant. Et voilà. Et cet investissement-là, et moi je le ressens vraiment de la même façon, c'est-à-dire que cet investissement pour la littérature Star Wars, c'est-à-dire lire des romans, on est une niche déjà au sein du fandom Star Wars. Filoni, il a même pas besoin de le lire. Il va sur Wikipédia où ils ont l'équivalent chez Lucasfilm. Non, mais il questionne Pablo Hidalgo et il le dira. C'est-à-dire que ça lui prend 2 minutes. C'est ça, c'est que c'est pas de la méconnaissance de sa part. Clairement. Non. Il connaît parfaitement le canon Star Wars. Oui, c'est le plaisir de s'asseoir dessus. Exact. Il voulait une autre version de l'histoire de Kanan. Et après, il dit, c'est qui le boss là, hein? C'est ça, exact. Inévitablement, puisque dans Star Wars, le média audiovisuel va toujours primer. Oui, forcément, c'est lui qui a gagné. Mais sais-tu ce qui me casse encore plus le moral en termes de motivation à lire des livres et des comics? C'est ceux qui vont s'en moquer aussi ou tourner le fer dans la plaie. Que ce soit des fans sur des groupes de discussion ou même dans notre propre équipe dans certains cas. Mais je me dis, mais je comprends que c'est des personnes qui se contrefoutent de la littérature Star Wars, qui ne lisent pas ça. Alors pour eux, tout les heures et les heures et ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur dans leur Star Wars à eux. Mais c'est ce que je trouve le plus triste en plus, c'est les gens qui vont en rire, on va dire, ou trouver ça, c'est juste drôle que ce qu'ils nous vendent depuis 2015, finalement, c'était pas vrai. À savoir que oui, maintenant, on a un univers... Alors, ce qui compte, c'est de savoir si toi, t'as passé des bons moments. Alors, ce qui est le plus dommage, c'est qu'on n'a pas tous passé des bons moments sur certains... c'est ça. Un tiers du temps, on a passé un bon moment, on va dire. Mais les 2 tiers du reste, on l'a lu pour savoir
quelle était la continuité. Mais la On a continuité lu pour savoir si on allait passer un bon moment ou pas un bon moment, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas passé un bon moment. Ou alors, c'était le côté exhaustif, tu vois, il y avait le côté collectionneur, et il y a le côté, je veux connecter tous les éléments. Mais si les éléments sont plus connectés, moi franchement... mais Thomas, nous qui sommes de très vieux briscards de la littérature Star Wars, on l'a fait aussi pour l'univers légende. Et malgré les coups de canif, et on peut laisser Clone Wars de côté dans un premier temps, mais ce qui a été construit autour du post-épisode 6, ça n'a jamais été remis en question. Jusqu'à ce que... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais jusqu'à ce que les coups de canif ils arrivent, et ils sont arrivés avec Filoni finalement, que j'adore. Oui. Hein, mais Oui, mais Filoni adoubé à l'époque par Lucas, donc pour moi c'est de la faute totale de Lucas, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. À l'époque, Dark Horse et Del Rey, putain les gars, ils bossaient ensemble, hein, clairement. Il y avait des erreurs, bien sûr, ça peut arriver. Et, c'était vraiment à la marge, et c'était redconné, hein. Mais je veux dire, on peut accepter encore qu'il y ait des erreurs au sein, par exemple, d'un univers littérature, parce que ça s'est croisé. À moins qu'ils nous sortent que la Bad Batch était bourrée et que, en fait, le gars qui a vu que c'était Kanan, c'était pas lui, tu vois. Ou que là, non, je déconnais déjà. Que c'était Caleb. Hein. Mais voilà, ce que moi je voulais exprimer, c'était surtout que je pense aussi à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir écouter des émissions de littérature. Là, en plus, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Là, il va y en avoir. Il y en a eu 2 qui se sont à peu près suivis. Dans lesquels je vais, dans lesquels je vais être quand même assez dur, et probablement que je le serai sur plusieurs volumes d'après si je participe. Je peux aussi comprendre que ça les affecte, et puis qu'à la fin ils disent tu sais quoi, j'en ai marre, la prochaine fois je vais pas les écouter parce que c'est pas nécessaire. Si c'est encore pour entendre l'autre connard cracher sur le volume, c'est bon, j'ai pas besoin, quoi. Mais je comprends ça, je le comprends. Mais en même temps... Au pire, la prochaine émission, au lieu de ton nom là qu'on voit à l'écran en ce moment, on va écrire l'autre connard. On peut écrire Dark Relou ou quelque chose comme ça. C'est pas bête. Voilà, non, je pense que c'est important que je l'exprime parce que j'ai pas envie qu'on pense que je troll pour troller, pour le plaisir de descendre un volume ou un roman. Ça m'intéresse pas, je l'ai acheté. J'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé du temps, j'ai fait l'effort d'essayer de connecter les personnages avec ce que j'avais déjà vu. Voilà, par exemple, j'étais passé à côté de la Padawan, je m'étais complètement zappé qu'elle était dans l'autre série de Charles Soule. Donc bon, j'ai eu cet investissement, et au final, je suis le premier déçu, quoi. Donc voilà, moi je crois que c'était important qu'on crève l'abcès. On sent que c'est important pour toi. Ou en fait, est-ce que tu avais noté, oui, on l'avait fait ensemble, tu avais noté combien le premier Bounty Hunters? Je crois que je l'avais mis 12 ou 11. Hein. Okay. Parce qu'en plus, j'ai le souvenir... Le prochain va être Bounty Hunters, après ça, on va avoir le premier Dr. Aphra et Bounty Hunters. Après, je crois qu'on sera sur le volume 2 de Vador. Non, je crois qu'on risque d'avoir la Haute République. Ah oui, ça sera en septembre ou en octobre. Ouais. Le premier Bounty Hunter, souviens-toi, j'avais dit que je n'arrivais pas à comprendre l'histoire, même après 2 lectures du volume, j'arrivais toujours pas à comprendre ce qui se passait dans le volume. Et on peut déjà spoiler que pour ce qui est du deuxième album, malheureusement, c'est vraiment un arc coupé, parce qu'on a un très très court arc de 3 numéros, je crois, fait que c'est comme... Après ça, on a un autre arc de 2 numéros ou 3. Et ensuite, on a un one-shot. Fait que c'est ça, le deuxième album, effectivement, n'a pas une unité. Là, non, puis c'est pareil, on sent que... Et là, on l'avait dit, mais il y a des pistes pour le crossover qui s'en vient. Et c'est pareil, je crois que j'ai pas envie, dans ce crossover, j'ai pas envie de ce crossover, déjà, parce que je pense que c'est une idée, à la base, c'est une idée de merde. Alors, s'ils arrivent à me vendre le truc, tant mieux. Mais pareil, il y aura je sais plus 4 ou 5 épisodes de la série Star Wars qui sont consacrés de la série Dark Vador, pardon, qui seront consacrés à ce crossover. J'ai pas envie de voir Dark Vador courir après Boba Fett dans toute la galaxie. En toute sincérité, ça m'intéresse pas, et je pense que c'est absolument pas nécessaire. Après, jusqu'à maintenant, je trouve ça intéressant. Il y en a quand même. Je demande qu'à de chaque. Il y a eu un numéro de Star Wars, Vader, Bounty Hunters et Aphra. Et c'est ça, pour l'instant, je trouve que j'ai hâte de voir sur la durée. Je demande justement qu'à être convaincus, et s'ils sont convaincus, comme d'habitude, je ne serai pas de mauvaise foi comme peuvent l'être certains de nos collègues, mais je ferai l'effort de dire, voilà, je m'étais trompé, effectivement, sur une idée qui me plaisait pas,
j'ai vraiment été emballé et voilà. Messieurs, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose peut-être un peu moins fort que ce que que ce que j'avais Allez, à... moi, je vais vous faire mon WhatsApp, mais qui n'est pas Star Wars, du coup, ce coup-là. Ah. Mais c'était important parce que donc j'ai fini la saga du clone de Spider-Man, c'est vraiment génial. Ah, oui. Et dans la foulée, j'ai acheté le jeu de PS4, celui sur Peter Parker, hein, pas encore celui avec Miles Morales, et qui est vraiment très très bon. Donc je vous le conseille. Hein, c'est vraiment pour voilà, si vous vous faites chier et que vous avez envie de faire un truc, bah, ça c'est vraiment très bien. Et par ailleurs, j'étais sorti des mangas, donc bon, à part le Dragon Ball, là, j'ai acheté le tome 14, qui est génial, vraiment, j'ai pris mon pied comme à l'époque, alors que ça faisait un peu comme Star Wars, ça tombait, je crois que ça doit être le post-Covid, quoi, c'est le monde de demain, en fait, ça y est, c'est parti, quoi, tous les trucs repartent, et Dragon Ball, j'ai eu l'impression, le tome 14, de relire, je sais pas, de relire les Dragon Ball de l'époque, quoi, donc je sais pas si c'est moi qui suis... Je sais pas, mais voilà, c'était très cool. Et mes gosses en fait m'ont foutu sur un manga. Ça faisait longtemps que j'avais pas un anime, hein, j'entends. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la peine de regarder un anime. Et là, leurs potes regardaient tous un truc qui s'appelle My Hero Academia. Alors en japonais, je crois que c'est Bokuro no Hero Academia. C'est le concept, c'est des super-héros mais à la sauce manga. T'es dans une école de super-héros avec à la sauce manga. C'est génial. Au départ, voilà, je regardais avec eux, c'était sympa, mais je suis tout aussi fan qu'eux. Et là, on a descendu 2 saisons en vraiment pas longtemps, quoi. Donc vraiment, c'est très très cool. Ce qui fait que j'avais même décalé mon Bad Batch pour finir au moins la saison 2. Et là, on a la 3 qui va arriver, mais on va prendre un temps Bad Batch avant. Et vraiment, voilà, si vous avez du temps, que vous êtes en vacances, eh ben allez-y, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Et Thomas, tu parlais de Dragon Ball. Je suis tombé par hasard sur Twitter sur un fan qui a un peu fait comme Francis, puisqu'il a édité son propre volume de Dragon Ball Super. Oui, j'ai vu, avec les parents. La résurrection de Freezer. Non, ça c'est de l'officiel. Ça, là, c'est fait par un mec qui dessine très très bien, qui a construit le manga en fait de l'épisode de la résurrection de F, parce que dans le film. Oui, parce qu'on l'a pas dans le manga. C'est un arc qui est squeezé. Et lui a fait un volume en fait qui s'insère, un volume qu'il a auto-édité, comme Francis a fait avec le recueil. Mais comment ça se passe en droit d'auteur là? On n'en vend pas trop, on en achète comme ça, on se refile en l'adresse sur Twitter et puis on fait un paiement PayPal et puis ça marche très bien. Et vraiment de très très grande qualité. À se rendre compte que des fans qui arrivent à faire des choses aussi bien, voire meilleures que des éditeurs, c'est quand même pas mal. Excuse-moi Francis, vas-y. Ah non, moi j'ai pas vraiment de WhatsApp, j'ai pas nécessairement d'actualité Star Wars, fait que je vais peut-être en profiter pour justement mentionner une actu Pocket qu'on a eu il y a quelques jours à peine. Dans le fond, pour le calendrier 2021, on avait un trou, si on peut dire, en décembre. Contrairement à pas mal chaque année, on avait une sortie en décembre, là on n'avait rien cette année. Et finalement, ce qui a été annoncé, ça va être une réédition. Donc, ce ne sera pas de la nouveauté exclusive, mais pour tous ceux qui n'auraient pas en leur possession le super roman Étoile perdue de Claude Vergès. Bien. Ah oui. Mais en petit du coup. En poche, ouais. En poche, exactement, parce qu'il n'était plus disponible en version PKJ. On sait que PKJ n'existe plus. Voilà, fait que Pocket a décidé de le rééditer. Je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle. Carrément, hein. Parce que c'est vraiment un roman que je conseille si vous voulez quelque chose pour débuter littérature Star Wars ou pour refiler à quelqu'un en cadeau. Ce que j'ai déjà fait aussi par le passé, là, pour initier des gens à la littérature Star Wars, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, Étoile perdue qui va être redisponible à partir du mois de décembre prochain. Ce qui permettra de casser éventuellement un cycle de spéculation qui pourrait se développer autour d'un volume édité. Aussi. Et ben voilà, sur ces bons mots, messieurs, on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Donc à nos auditeurs, si vous avez envie de nous laisser un commentaire, une remarque, des suggestions ou réagir sur ce débat que nous avons eu, une adresse donc studio@starwarsdirect.com. Vous pouvez laisser votre message aussi sur Facebook, Twitter, Instagram ou notre chaîne YouTube, mais évidemment vous pourrez surtout interagir avec nous sur notre feed Discord et j'y suis présent. Donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a évoqué là, surtout n'hésitez pas et on discutera comme on le fait habituellement, dans la joie, la bonne humeur et avec un très bon esprit. Et n'hésitez pas à partager donc cet épisode sur vos réseaux sociaux, liker la publication pour nous donner de la visibilité.
On est disponible, donc on le rappelle, sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon Music. Merci encore une fois à nos partenaires, et de la part de Francis et de la part de Thomas et de ma part, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Salut!